La célébrité les a propulsés, mais derrière la musique, elle les a déchirés. Pendant des décennies, Tito Jackson a porté une blessure dont il n'a jamais parlé, une blessure infligée par Michael lui-même. Sur des enregistrements secrets, Michael se moquait de lui en le traitant de graisseux qui perdait sa vie dans les voitures et les avions miniatures. Ces mots m'ont anéanti, avouera plus tard Tito. En public, il a défendu Michael, il est resté à ses côtés à travers procès et scandales, mais en privé, le silence devenait de plus en plus lourd. Et puis, quelques jours avant sa propre mort, Tito a enfin laissé éclater la vérité. Ce qu'il a révélé n'était pas seulement une histoire de jalousie et de trahison, c'était le prix à payer pour être de la famille de l'homme le plus célèbre de la planète. Les derniers jours tragiques de Tito Jackson. Le 15 septembre 2024, la tragédie a frappé la famille Jackson. Tito Jackson, membre fondateur des Jackson 5 et pilier discret du légendaire groupe de la Motown, est mort subitement à l'âge de 70 ans. Sa disparition a bouleversé non seulement sa famille, mais aussi des générations de fans qui avaient grandi avec ses riffs de guitare solides et sa force tranquille derrière la voix envoûtante de Michael Jackson. Tito voyageait avec son partenaire de longue date Terry Harvey lors d'un trajet de la Californie vers l'Oklahoma, quand il s'est mis à transpirer abondamment et à se tenir la poitrine. Il transportait les voitures anciennes de collection de Tito vers sa nouvelle résidence à Claremore, Oklahoma, quand la douleur a surgi. Selon Harvey, les derniers mots de Tito furent d'une simplicité déchirante. « Je ne me sens pas bien dans ma poitrine. » Les secours ont été appelés près d'un centre commercial à Gallup, au Nouveau-Mexique, et Tito a été transporté d'urgence à l'hôpital local. Malgré les tentatives pour le sauver, il a été déclaré mort dans la soirée. La nouvelle s'est propagée rapidement, rappelant le même sentiment d'incrédulité que le monde avait ressenti 15 ans plus tôt, lorsque son frère cadet Michael était décédé brutalement. La famille Jackson fut anéantie. Tito, souvent décrit comme le plus terre-à-terre des frères, avait été le ciment discret qui tentait de maintenir la famille unie en temps de crise. Désormais, il n'était plus là. Le 4 novembre 2024, Tito a été enterré au Forest Lawn Memorial Park, à Hollywood Hills, dans un jardin familial privé, non loin des tombes de son frère Michael et de son père Joe Jackson. La cérémonie fut intime, mais profondément émotive. Les photos montraient les enfants de Michael, Paris, vêtus de noir, et Biggie, en costume sombre, debout aux côtés de leur tante et oncle. La Toya et Marlon Jackson étaient présents, tout comme les enfants de Jermaine, Jaafar et Jermajesty. Famille, amis et quelques proches célébrités se sont réunis dans un deuil silencieux. Parmi eux, Kimora Lee Simmons, preuve du cercle de respect que Tito avait su construire. Sa sœur Janet, qui a brisé son silence quelques semaines plus tard, a posté une photo d'elle enfant avec Tito, écrivant « Puisses-tu reposer en paix éternelle, tu me manques tellement ». Au-delà d'être un Jackson, Tito était avant tout un père. Ses 3 fils, Taj, Taril et TJ, se tenaient au mémorial à la fois comme enfants endeuillés et comme fiers porteurs de l'héritage musical de leur père. Dans une déclaration commune, ils ont écrit « C'est le cœur lourd que nous annonçons que notre père bien-aimé, membre du Rock and Roll Hall of Fame, Tito Jackson, n'est plus parmi nous. Nous sommes choqués, attristés et bouleversés. Notre père était un homme incroyable qui se souciait de chacun et de leur bien-être. » Ils ont poursuivi en le nommant comme le faisait ta famille et ses fans. Certains d'entre vous le connaissent comme Tito Jackson des légendaires Jackson 5, d'autres comme Coach Tito et d'autres encore comme Popaté. Quoi qu'il en soit, il nous manquera énormément. Ce sera toujours l'heure de Tito Time pour nous. N'oubliez jamais de suivre ce que notre père prêchait toujours, à savoir « Aimez-vous les uns les autres ». Nous t'aimons, Pops. Pour les fils Jackson, leur père n'était pas seulement une légende musicale, mais aussi un homme qui leur avait enseigné la compassion, la résilience et l'humilité. Quelques jours avant sa mort,
Tito avait publié sur Facebook des photos prises à Munich, en Allemagne, où il s'était rendu avec ses frères Jackie et Marlon au mémorial de Michael Jackson. Dans son message, il écrivait « Avant notre concert à Munich, mes frères Jackie, Marlon et moi avons visité le magnifique mémorial dédié à notre frère bien-aimé, Michael Jackson. Nous sommes profondément reconnaissants pour ce lieu spécial qui honore non seulement sa mémoire, mais aussi notre héritage commun. Merci de maintenir son esprit en vie. » Ces mots résonnent aujourd'hui comme un pressentiment. Tito, toujours médiateur, était revenu sur le lieu de mémoire de son frère, peut-être conscient que son propre temps était compté. La mort soudaine de Tito Jackson a plongé à nouveau le monde de la musique dans le deuil. Sa perte a été ressentie non seulement comme celle d'un membre des Jackson 5, mais aussi comme celle d'un homme dont la constance avait longtemps équilibré le chaos de la célébrité. Et quelques jours avant sa disparition, Tito Jackson avait brisé son silence au sujet de Michael Jackson. L'ombre de Michael. Dès le début, les Jackson 5 furent une affaire de famille. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et le petit Michael, 5 frères façonnés en phénomène par leur père Joe, répétant des heures durant à Gary, dans l'Indiana, jusqu'à ce que leurs doigts saignent et que leur voix se brise. Quand I Want You Back atteignit la première place en 1969, les Jackson devinrent le premier groupe à débuter avec 4 numéros 1 consécutifs. Mais même à cette époque, tout le monde savait que Michael était différent. Jackie avouera plus tard « Quand nous avons commencé, c'était Jermaine, Tito et moi qui chantions. Mais ensuite, Michael s'est levé et a fait du James Brown. Nous avons tous décidé de le mettre devant. » Michael n'avait que 11 ans, et pourtant les projecteurs ne l'ont plus jamais quitté. Pour Tito, ce fut à la fois une bénédiction et une malédiction. Sa guitare donnait au groupe son rythme, ses harmonies leur apportèrent de la chaleur, mais le génie de Michael engloutissait tout sur son passage. Les frères Jackson ont toujours nié être jaloux de Michael, mais les fissures étaient impossibles à ignorer. Derrière les portes closes, il y avait des tensions, de la compétition et une amertume persistante qui remontait à l'enfance. Joe Jackson, le patriarche qui avait inculqué la discipline à coups de ceinture et de volonté de fer, n'a jamais caché son favoritisme. Il voyait en Michael le billet d'or, ce garçon capable d'imiter James Brown à 6 ans, de faire fondre un public d'une seule note. Jackie et Tito, les frères aînés qui avaient porté le groupe dans ses premiers jours, se retrouvèrent soudain relégués à l'arrière-plan. Joe les humilia même une fois lors d'une répétition, les réprimandant « Vous passez votre temps à attendre Michael. Le problème, c'est que vous êtes tous paresseux. Aucun de vous n'a jamais travaillé aussi dur que Michael. » Les mots piquaient comme une brûlure. Tito, qui avait été le guitariste rythmique constant, et Jackie, qui avait jadis été le chanteur principal, se sentirent dépouillés de leur valeur en une seule phrase. Cette humiliation ne les quitta jamais vraiment. Et plus tard, les propres paroles de Michael ne firent qu'approfondir la blessure. Dans des enregistrements secrets explosifs, réalisés lors des sessions de son autobiographie Moonwalk, mais jamais publiés dans la version finale, Michael se moquait de sa famille avec une froideur qui choqua ceux qui les entendirent. De Tito, il ricana qu'il n'était rien d'autre qu'un graisseux qui perdait son temps à bricoler des voitures et à acheter des avions jouets, loin des activités glamour d'une superstar. Jermaine fut qualifié de coureur de jupons, incapable de se contrôler. Marlon, selon Michael, était laid et sans talent. Jackie fut rejeté comme négatif, Randy comme macho. Même ses sœurs, qu'il semblait autrefois protéger férocement, furent égratignées avec une cruauté désinvolte. Ces bandes révélaient du venin, de la mesquinerie et l'amertume d'un homme qui en était venu à voir sa famille non plus comme des partenaires, mais comme des obstacles sur sa route. Les frères qui s'étaient tenus à ses côtés sur scène à Gary, dans l'Indiana, étaient soudain devenus, aux yeux de Michael, des distractions face à son destin. Pour Tito, la douleur était particulièrement vive. Contrairement à Jermaine, qui ripostait souvent ou exprimait publiquement sa frustration, Tito était de nature réservée.
Il donnait rarement des interviews et, quand il le faisait, parlait calmement, posément, sans jamais hausser le ton. S'entendre traiter d'ennuyeux, d'insignifiant par le frère qu'il avait défendu pendant des décennies fut dévastateur. Il avait enduré la discipline brutale de Joe, les répétitions interminables, les tournées éreintantes, non pour sa propre gloire, mais pour faire partie du rêve qui les avait tous portés. Et pourtant, dans les pensées intimes de Michael, Tito n'était guère plus qu'un bruit de fond. Le contraste entre l'image publique de Michael et son mépris privé ne pouvait pas être plus grand. Aux yeux du monde, Michael louait sa famille lors d'interviews, les remerciait dans ses discours de récompense, souriait à leur côté sur les photos. Mais ces enregistrements dessinaient un portrait plus sombre, celui d'un homme isolé par la célébrité, rancunier envers quiconque lui rappelait le passé qu'il avait tant cherché à fuir. Et pourtant, Tito n'a jamais riposté. Il n'a jamais publié de déclarations enflammées, jamais écrit de livres à scandale, jamais utilisé ses bandes pour humilier son frère. Même lorsque le monde se retourna contre Michael, quand les accusations d'abus d'enfants faillirent le détruire, Tito resta à ses côtés. Il le défendit dans les interviews, rappelant aux fans que Michael était plus que les gros titres, plus que les scandales. C'était de la loyauté à l'état pur, douloureuse, non reconnue et inconditionnelle. L'ascension de Michael, la chute de Michael. Au moment où Thriller pulvérisa tous les records de vente en 1982, les frères Jackson ne se tenaient plus côte à côte en égaux. L'image des Jackson 5 comme un front uni s'était fracturée en une hiérarchie. Michael au sommet, les autres gravitant autour de sa célébrité comme des lunes lointaines. L'écart entre eux n'était pas seulement symbolique, il était concret. Michael voyageait en jet privé, escorté de son cortège de managers, d'avocats et de conseillers. Ses frères, autrefois ses égaux sur scène, prenaient l'avion de ligne. Une humiliation subtile, mais lourde de sens. Le monde de Michael était devenu inaccessible, même à son propre sang. La fracture devint plus visible encore lors de la Victory Tour de 1984, leur réunion très médiatisée. La tournée devait être une célébration, une chance pour les frères de briller à nouveau ensemble devant des millions de spectateurs. Au lieu de cela, elle devint un nouveau rappel de la domination de Michael. Lors d'un concert, devant un stade en liesse, Michael stupéfia à la fois le public et ses frères en annonçant « C'est notre toute dernière tournée ». La foule acclama, mais sur scène, les frères restèrent pétrifiés. C'était la première fois que beaucoup d'entre eux l'entendaient. La décision de mettre fin aux tournées des Jacksons n'avait jamais été discutée en privé. Elle leur fut jetée au visage en direct, devant le monde entier. La trahison fut profonde. À mesure que la célébrité de Michael montait en flèche, ses excentricités grandissaient aussi. Le chimpanzé Bubbles devint la risée des tabloïds, mais pour sa famille, il symbolisait surtout la distance grandissante. Les innombrables chirurgies transformèrent de son visage au point que Tito avoua un jour en privé ne plus reconnaître le frère avec qui il avait grandi. La création du ranch de Neverland, à la fin des années 1980, un monde de manèges, d'animaux et de portails verrouillés, apparut à Tito moins comme une maison que comme une forteresse, coupant Michael de la réalité. Diviser pour mieux régner, réfléchira plus tard Tito. Les gens du milieu ont voulu l'éloigner de nous, uniquement par avidité financière. Il était convaincu que managers, dirigeants de maisons de disques et profiteurs avaient volontairement dressé des barrières entre Michael et ses frères. Isolé de sa famille, Michael devenait plus facile à contrôler et plus facile à exploiter. Puis vinrent les scandales qui allaient éclipser la musique. En 1993, les premières accusations de pédophilie éclatèrent, ébranlant l'empire Jackson jusqu'à ses fondations. Michael régla l'affaire à l'amiable, mais la tâche ne disparut jamais. Une décennie plus tard, en 2005, le cauchemar revint, cette fois devant un tribunal. Le procès dura des mois,
avec des témoignages crus, une couverture médiatique incessante et un monde divisé entre ceux qui voyaient encore en lui le roi de la pop et ceux convaincus qu'il était un prédateur. Michael fut acquitté de toutes les charges, mais l'acquittement ne réhabilita pas son image. Même après sa mort, en 2009, les accusations ne s'éteignirent pas. La sortie de Leaving Neverland en 2019 rouvrit les plaies, présentant Michael sous un jour d'une noirceur absolue. Pour Tito, qui avait passé sa vie à défendre son frère en silence, le documentaire fut un coup de poignard supplémentaire. Le monde ne débattait plus de la musique de Michael, mais de sa moralité. Pour Tito, la douleur était double. Il pleurait la chute de son frère, mais portait aussi le poids écrasant de défendre un homme en qui le monde n'avait plus confiance. Là où d'autres prenaient leur distance, Tito prenait la parole. Interview après interview, il répétait que Michael était incompris, brisé par un système qui s'était nourri de sa souffrance. « Le monde n'a pas été tendre avec Michael », déclara Tito en 2024. Sa mort fut une tragédie immense. Le monde a manqué beaucoup de bonté venant de lui, car il n'était pas seulement un musicien. C'était une personne aimante. C'était sans doute la contradiction la plus déchirante de la vie de Tito. Le frère qu'il avait humilié, rabaissé et relégué dans l'ombre était aussi celui qu'il avait défendu jusqu'au bout. La confession de Tito. Dans les dernières années de sa vie, Tito Jackson avait trouvé un rythme plus paisible, bien loin des arènes étincelantes et des tempêtes médiatiques qui avaient marqué une grande partie de sa jeunesse. Il était devenu, à bien des égards, l'opposé de Michael. Tandis que son frère construisait des châteaux et se cachait derrière des masques, Tito choisissait la simplicité. Il passait de longues heures dans son garage à restaurer des voitures anciennes, bricolant des moteurs comme il le faisait enfant à Gary, dans l'Indiana. Il aimait pêcher dans les eaux calmes du Nouveau-Mexique, trouvant dans la nature un silence que la célébrité ne lui avait jamais permis. La musique, pourtant, ne l'avait jamais quitté. Même après des décennies passées dans l'ombre de son cadet, Tito était revenu sur scène. Non pas avec des hymnes pop, mais avec le blues qu'il avait inspiré dès l'enfance. Ses albums, comme Under Your Spell, étaient remplis de riffs de guitare chargés d'âme et de paroles sur l'unité, l'amour et les blessures du cœur. En collaborant avec des artistes comme George Benson, Marlon Jackson et Stevie Wonder, Tito avait versé dans ses chansons la douleur et la résilience d'un homme qui avait traversé à la fois les triomphes et les trahisons. Les critiques décrivaient sa voix comme marquée par le temps, mais sincère, le son de quelqu'un qui portait en lui des décennies d'histoire familiale. Pourtant, même dans ces instants de paix, l'ombre de Michael planait toujours. Le monde ne lui permettait pas d'oublier. Dans les allées des supermarchés, des inconnus l'arrêtaient, lui présentant leurs condoléances 15 ans après la mort de Michael. Dans les aéroports, des fans le pressèrent de questions sur des scandales qu'il ne pouvait jamais vraiment expliquer. « Je ne cesse jamais de porter son deuil », avoua un jour Tito. « Même en allant à l'épicerie, les gens me disent « Je suis désolé pour votre frère ». Le plus difficile est de guérir de cette tristesse. Le chagrin s'alourdissait d'une culpabilité profonde. Tito avait toujours été le frère qui défendait Michael en public, qui ravala ses rancunes quand elles remontaient, qui croyait que la loyauté familiale comptait plus que l'orgueil personnel. Mais dans ces derniers mois, il commença à se confier lors de conversations privées avec des proches et des amis. La franchise était bouleversante. Selon des sources familiales, Tito admit ce que les Jackson avaient toujours nié, que la jalousie avait bel et bien empoisonné leurs liens. Germaine, dit-il, n'avait jamais vraiment pardonné à Michael de l'avoir éclipsé comme chanteur. Marlon, lui aussi, avait souffert d'être mis à l'écart, et Tito lui-même portait des blessures jamais refermées. Il se souvenait des réprimandes de Joe, de l'humiliation publique d'avoir été traité de paresseux face à Michael. Il se souvenait avoir entendu les enregistrements secrets où Michael le réduisait à un graisseux
qui perdait sa vie dans les voitures et les avions jouets. Ces mots m'ont brisé, confia-t-il à un proche. Jamais je n'aurais parlé de mon frère de cette façon. Et pourtant, le dernier message de Tito ne fut pas celui de la colère, mais celui de la grâce. Dans ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme son testament spirituel, il redessina l'image de Michael, non pas en bourreau, mais en victime. Michael a été blessé plus que nous tous, aurait-il dit. Il portait le monde entier sur ses épaules, et cela l'a brisé. Quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait, il restait mon petit frère. Je l'aime plus que tout. Pouvons-nous encore aimer les Jackson? Nous arrivons alors à une question inconfortable. Si Michael Jackson est cancel, peut-on encore apprécier les Jackson? Peut-on séparer la joie contagieuse de ABC ou I'll Be There des scandales qui entachent désormais son nom? Pour certains, la réponse est oui, car les Jackson 5 n'ont jamais été l'œuvre d'un seul homme. La guitare de Tito donnait aux chansons leur ossature rythmique. Les harmonies et la présence scénique de Jackie apportaient de la chaleur. La voix suave de Jermaine rivalisait souvent avec celle de Michael, surtout dans les premières années du groupe. Et l'énergie de Marlon liait l'ensemble de leur chorégraphie. Can You Feel It? L'un de leurs hymnes d'unité et d'espoir, reste dans les mémoires comme une vision collective. Un message qui appartenait à tous les frères, pas seulement au roi de la pop. Et pourtant, la vérité est plus complexe. Michael n'était pas simplement un membre des Jackson 5. Il était le soleil autour duquel le groupe gravitait. Sa voix était l'étincelle, son charisme l'aimant qui attirait des millions de personnes vers leur musique. Avec le temps, il devint impossible de séparer Michael de la marque elle-même. Même quand Epic Records a réédité le catalogue des Jacksons en 2021, le marketing resta prudent, minimisant volontairement le nom de Michael, comme si son ombre pouvait être effacée de l'histoire. Mais qui peut réellement écouter Shake Your Body, Down to the Ground, ou Blame It on the Boogie sans immédiatement penser à lui? La mémoire culturelle ne fonctionne pas ainsi. Lorsqu'une voix devient iconique, elle se soude à la chanson, inséparable de la mélodie et du souvenir. Le falsetto de Michael dans I Want You Back est aussi reconnaissable que le riff d'ouverture de Satisfaction ou les premières notes de Imagine. L'effacer reviendrait à supprimer un morceau même de l'histoire de la musique. Ce débat reflète une bataille culturelle plus large. Que faire de l'art quand l'artiste est accusé de choses impardonnables? Certains affirment qu'il faut séparer l'art de l'artiste, en considérant l'œuvre comme une expérience collective qui dépasse les fautes d'un homme. D'autres insistent sur le fait qu'apprécier la musique sans reconnaître les accusations revient à une forme de complicité. Les deux camps se débattent avec la même vérité obsédante. La voix de Michael est tissée dans l'ADN de la pop culture. Comme l'a dit un critique, la musique est une chose difficile à cancel. Elle flotte dans les rayons des pharmacies, résonne depuis les voitures au feu rouge, envahit les pistes de danse des mariages et s'invite dans les tendances TikTok. Des générations entières qui n'étaient même pas nées lorsque Thriller régnait sur les classements, moonwalkent encore dans leur salon. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons annuler Michael, mais si nous l'avons jamais pu. Son histoire est peut-être ternie, sa réputation éternellement débattue, mais son son, celui qu'il partageait autrefois avec ses frères, continue de résonner. Et pour Tito, Jackie, Jermaine et Marlon, cet écho est à la fois une bénédiction et une malédiction. Leur héritage reste à jamais lié à un frère que le monde ne peut ni oublier, ni entièrement pardonner. Au bout du compte, les derniers mots de Tito ne portaient ni sur la rivalité, ni sur la jalousie, ni sur la douleur. Il portait sur l'amour, l'amour d'un frère qui portait ses cicatrices, mais choisit le pardon. Alors, qu'en pensez-vous? Le pardon peut-il vraiment guérir les blessures laissées par la célébrité et la trahison? Et quand vous écoutez les Jackson 5 aujourd'hui, entendez-vous seulement Michael ou bien tous les frères qui ont sacrifié leur jeunesse pour créer ce son? Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo,
de la partager avec vos amis et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits sur les légendes les plus complexes de la musique.